La CENI se vante de pouvoir instaurer une totale transparence pour la prochaine élection, une affirmation qu'elle a réitérée ce matin encore lors d'une rencontre avec des politiciens. Hier, le conseil d'administration du FMI a achevé la 3e revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit en faveur de Madagascar, un achèvement qui a permis le décaissement immédiat de 44,25 millions de dollars. Les manifestations et oppositions, Donald Trump arrive en terrain hostile au Royaume-Uni, visite à haut risque la relation particulière anglo-saxonne et fragilisée, le collectif Stop Trump annonce une manifestation monstre demain. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, la CENI se vante de pouvoir instaurer une totale transparence pour la prochaine élection, une affirmation qu'elle a réitérée ce matin encore lors d'une rencontre avec des politiciens. Et pourtant, la présence de fonctionnaires dans les membres des démembrements de cette commission laisse encore l'opinion publique perplexe quant à cette transparence. Reportage. Quelques mois avant la tenue d'une élection présidentielle, le manque d'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante fait encore l'objet d'une certaine crainte au niveau de la population, notamment des politiciens. L'indépendance de cette entité est essentielle pour garantir la transparence de l'élection. Le Malagasy Merameng ne peut que se féliciter de cette tenue des élections. Par contre, nous tenons à spécifier quelques points, notamment sur l'indépendance de la CENI. Nous savons que la CENI a toujours fait un effort pour essayer de faire participer tout le monde dans le processus de cette loi, mais nous avons vu comment le gouvernement et l'Assemblée nationale, par l'absence de débat au sein de l'Assemblée, et qui a amené quand même une crise importante sur la place du 13 mai. Nous savons que la CENI a fait des aménagements de leur démembrement en essayant d'assainir au niveau de ces démembrements pour qu'aucun représentant du pouvoir ne soit au sein de leur démembrement. Par contre, la CENI a encore des efforts à faire pour nous montrer vraiment leur indépendance, puisque ça dépendra de la crédibilité de cette élection. Deuxième point que nous voudrions soulever aussi, c'est la HCC qui, d'une manière générale, donc, gère cette élection. Nous souhaitons que la HCC soit claire dans l'application de la loi. N'oubliez pas que le Malagasy Merameng a actuellement encore une requête, des requêtes plutôt, sur l'application de l'article 72 et 54 de la Constitution qui n'est pas... et on n'a pas eu de réponse de ces requêtes. Donc, si la HCC voudrait avoir une élection transparente, libre, acceptée par tous, il faut continuer dans le sens d'assainir le milieu politique à Madagascar. Les règles et les conditions nécessaires à ceux qui vont se porter candidats à l'élection présidentielle ont été dévoilées ce matin. Les dépôts de candidature seront ouverts à partir du 1er août à la Haute Cour constitutionnelle et seront clôturés le 21 août. Pour être éligible à la prochaine élection, il faut avoir au moins 35 ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, être de nationalité malgache, jouir de ses droits civiques et politiques, résider sur le territoire de la République de Madagascar, avoir un casier judiciaire immaculé, être présent dans la liste électorale, avoir une carte électorale, avoir réglé ses impôts, avoir effectué une déclaration de patrimoine et être parrainé par un parti politique légal ou 150 grands électeurs. Pour les hauts fonctionnaires de l'État qui veulent se porter candidats à la prochaine élection, ils doivent démissionner avant la tenue de la descente aux urnes.
Il y a en tout 15 types de documents à fournir pour se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Et jusqu'à ce jour, la HCC ne s'est toujours pas prononcée par rapport à la requête en déchéance des députés qui ont tourné le dos à leur parti. Et cette institution continue également à se terrer dans son mutisme quant à l'application de la décision qu'elle a publiée le 25 mai dernier et à l'existence ou pas d'un accord politique. Reportage de Ange Arsan. Jusqu'à ce jour, la Haute Cour constitutionnelle n'a toujours pas publié de décision concernant la requête en déchéance des députés qui ont retourné leur veste, ainsi que concernant l'application de la décision qu'elle a émise le 25 mai dernier, portant sur la requête en déchéance du chef d'État et concernant l'existence ou non d'un accord politique. Une situation qui amène l'opinion publique à déduire que cette institution feint d'ignorer l'existence de ces requêtes. Outre cela, la présence de ministres issus du parti HVM au sein du gouvernement pose encore problème au niveau de certains ministères, puisque beaucoup constatent qu'il s'agit d'une violation de l'article 6, de l'article 13 et de l'article 14 de la décision de la HCC. Et pourtant, hier, la HCC a pris 9 décisions relatives à divers financements de projets, à se demander ce qui empêche la HCC de se prononcer sur les requêtes qui lui ont été soumises. La réaction de la HCC amène l'opinion publique à penser que cette institution fait preuve de partialité et nourrit ses craintes concernant l'absence de transparence dans la publication du résultat de l'élection présidentielle et la naissance d'une nouvelle crise politique. Et actualité économique, hier, le conseil d'administration du FMI a achevé la 3e revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit en faveur de Madagascar. Un achèvement qui a permis le décaissement immédiat de 44,25 millions de dollars. Et jusqu'ici, à cause d'une mauvaise gestion, aucune retombée concrète issue des divers financements reçus par Madagascar n'a été notée. Les détails dans ce reportage. La 3e revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit en faveur de Madagascar, tenue par le conseil d'administration du Fonds monétaire international, a été achevée hier. Cela a permis de débloquer un montant de 31,43 millions de DTS ou 44,25 millions de dollars. Le FMI a accordé à la Banque centrale de Madagascar un financement de 44 millions de dollars pour soutenir la balance de paiement. Ensuite, pour appuyer le budget de l'État, la Banque mondiale a accordé 100 millions de dollars, l'Union européenne 15 millions d'euros et la Banque africaine de développement 10 millions de dollars. Quant au calendrier de déblocage de ces financements, il sera publié au cours de ce 3e trimestre. La totalité de la somme décaissée par le FMI en faveur de Madagascar dans le cadre du programme appuyé par la facilité élargie de crédit s'élève actuellement à 220,02 millions de dollars. Et en plus du financement accordé par le Fonds monétaire international, Madagascar a reçu de divers autres soutiens financiers. Mais d'après un économiste, aucun résultat concret n'a été constaté au sein de la Grande Île suite à ces financements à cause de la mauvaise gérance des dirigeants. Il se peut que le financement ait été débloqué, mais qu'il y a eu une mauvaise gérance. Il se peut également que nous nous contentons des financements étrangers, mais ne nous soucions pas d'exploiter nos richesses. Nous avons différents types de ressources, mais nous avons un problème de gouvernance. Le système de gouvernance actuel n'est plus adapté à notre époque. Il nous faut une décentralisation. Chaque district devrait avoir la possibilité de négocier avec des collaborateurs étrangers. Pour rappel, le programme appuyé par la facilité élargie de crédit approuvé le 27 juillet 2016 pour 3 ans, prévoit un total de décaissement de 347,1 millions de dollars, représentant 102,5% du quote-part du pays. Mais également dans l'actualité de ce jour, suite à la polémique sur l'affaire du CEG à Nalamains, le syndicat des enseignants condamne la vente ou la tentative de vente du terrain où est bâti un établissement scolaire public. Outre cela, le syndicat des magistrats de Madagascar a déclaré que cette affaire et l'accord conclu concernant le terrain en question manquent de transparence. Reportage de Miantarangianev. Depuis plusieurs jours, l'affaire concernant le terrain où se trouve le CEG à Nalamains a été la source d'une véritable polémique. Les responsables concernés déclinent chacun toute implication dans cette affaire, que ce soit au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo ou du ministère de l'Éducation nationale. Le syndicat des enseignants interprète cette affaire comme un mépris pour le secteur de l'éducation.
Nous avons été tristes d'apprendre cette nouvelle. Cela démontre le mépris pour le secteur de l'éducation à Madagascar. En plus de ne pas respecter le droit des enseignants, aujourd'hui, une infrastructure scolaire qui est déjà digne d'être placée au rang de musée a été vendue. Nous sommes totalement contre cette vente. Le ministère a déjà déclaré avoir annulé l'accord, mais si nous apprenons que cet accord persiste, notre manifestation va se renforcer et en tant qu'enseignants, en plus de réclamer nos droits, nous allons lutter pour protéger les infrastructures scolaires. Pour le syndicat des magistrats de Madagascar, de nombreux points concernant cette affaire restent encore flous. Les responsables impliqués dans l'accord conclu par rapport à ce terrain tentent également de déformer la vérité. Il est important de souligner que nous avons vu le certificat juridique de ce terrain qui montre clairement que ce terrain appartient à la commune urbaine d'Antananarivo. Pour nous, cela signifie que le responsable du ministère de l'Éducation nationale a menti en déclarant que ce terrain n'a pas été vendu récemment, mais appartenait déjà à un particulier et que ce dernier voulait le récupérer. Pourquoi mentir ainsi à la population? Il est clair qu'il y a eu une vente illicite, mais une fois que cela a été découvert au grand jour, les responsables ont annoncé que l'accord a été annulé. Mais nous ne croyons pas que ce soit le cas. Nous verrons, une fois la nouvelle infrastructure achevée, qui va occuper le terrain où se trouve encore actuellement ce CEG. La mesure prise par la commune urbaine d'Antananarivo, à savoir la décision d'octroyer un nouveau terrain au ministère de l'Éducation nationale pour la construction d'un nouvel établissement scolaire, alors que ce CEG Analamains fête ses 55 ans d'existence, soulève de nombreuses questions. La déclaration qu'un particulier ait demandé à récupérer ce terrain ne tient pas debout, puisqu'un particulier n'a aucun droit de réclamer un terrain utilisé par l'État. L'État est le seul à avoir ce privilège. S'il est vrai que la commune urbaine d'Antananarivo n'a appris que récemment que ce terrain appartenait à un particulier, elle aurait sans problème pu procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, puisqu'une infrastructure appartenant à l'État se trouve sur ce terrain, et ce depuis 55 ans. Et avant de passer aux actualités internationales, le nouveau cardinal de Madagascar, Désiré Tsaraz, en a officié sa première messe au sein du diocèse d'Antananarivo à l'église Saint-François-Xavier Antanmin hier dans la soirée. Et face à la situation actuelle du pays, durant son homélie, il a souligné l'importance de la lutte contre le mal. Et par ailleurs, le cardinal de Madagascar, Désiré Tsaraz, a également été désigné président du synode des évêques catholiques d'Afrique par le Saint-Père. Et place maintenant aux actualités internationales, manifestations et oppositions. Donald Trump arrive en terrain hostile au Royaume-Uni, visite à haut risque et la relation particulière anglo-saxonne est fragilisée. Le collectif Stop Trump annonce une manifestation monstre pour demain. Reportage de France 24. Devant la résidence de l'ambassadeur des États-Unis ici à Londres, Regent's Park au cœur de Londres, et Donald Trump, on a attendu tout à l'heure en hélicoptère, c'est probablement Donald Trump qui arrive parce qu'il dort ici cette nuit. En tout cas, c'est la seule nuit qu'il passera à Londres, c'est la seule nuit qu'il passera dans Londres. Tout le reste des engagements pris, officiels évidemment, conférence de presse et réunion bilatérale avec le Premier ministre, ça sera à Chequers, à l'extérieur de Londres. Ce soir, Blenheim Castle, le dîner et les discussions commerciales entre les deux pays sur l'avenir des relations commerciales entre ces deux pays, ça sera à la résidence ancestrale de la famille Churchill, et cela c'est au château de Blenheim, encore en dehors de Londres, parce qu'on essaie évidemment, vous l'avez compris, de garder Donald Trump et sa femme à l'extérieur de Londres où se dérouleront les manifestations monstres prévues demain, mais également cela a déjà commencé, pour l'instant petite, mais ça risque de grandir ici à quelques pas de nous, devant la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Il y en a une de manifestations prévues déjà aujourd'hui. Les relations ont été plutôt froides, au moins dans les mots, dans ces derniers temps. Avant même d'arriver, Donald Trump mettait déjà les pieds dans le plat en célébrant son amitié avec le ministre des Affaires étrangères démissionnaire Boris Johnson, bien sûr adversaire désormais politique de Theresa May au sein du Parti conservateur depuis qu'il a démissionné il y a quelques jours, puisqu'il ne s'entend, lui, partisan d'un Brexit dur, ne s'entend pas avec la position et le livre blanc publié aujourd'hui par Theresa May sur les relations commerciales futures avec l'Union européenne. Et donc
en disant qu'il vient ici peut-être aussi pour rencontrer Boris Johnson. D'ores et déjà, Donald Trump annonçait donc les difficultés qu'on risque de voir pendant cette visite. Et je suis presque sûr que Boris Johnson ne sera pas sur la liste des invités ce soir lorsqu'on va discuter commerce. Parce que pour Theresa May, c'est essentiel d'essayer d'entamer une discussion commerciale qui sera une relation commerciale fondamentale lorsque le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne dans moins d'1 an maintenant. Et donc, les négociations doivent s'entamer avec les États-Unis. C'est pour cela que ce soir, au château de Blenheim, au dîner, il y a bien sûr le ministre britannique des Finances, il y a bien sûr les ministres britanniques, mais il y a aussi de grands patrons britanniques et américains, parce que c'est un peu une discussion informelle sur les relations commerciales futures qui devrait être au menu du dîner ce soir. Et week-end chargé en France, défilé du 14 juillet, Coupe du Monde, le 15. 12 000 policiers dans Paris et sa région ont été mobilisés. Reportage de France 24. Aube, sur les Champs-Élysées, dernière répétition pour les blindés. L'avenue entièrement réservée aux militaires pour peaufiner leurs ultimes réglages. Le jour se lève. Après les sapeurs de la Légion, sous les ordres de leur capitaine. Deuxième rang, tu avanceras jusqu'aux pointillés bleus qui sont là. Ce sont les chasseurs alpins, avec le tout nouveau fusil d'assaut qui commence à équiper l'armée française. 800 mètres à parcourir, la cadence, 120 pas par minute. Les exigences sont très élevées, puisqu'on n'a que 4 répétitions. On suit les consignes et tous les jours on se lève un peu plus, le jour arrive et on a de plus en plus le cœur qui bat. Voici les invités d'honneur. En grand uniforme blanc, les aviateurs de Singapour. Là, ce sont des membres des forces japonaises d'autodéfense. Très impressionnés, avec les conseils d'un officier de la Marine nationale. Malgré la barrière de la langue, le dialogue s'installe. C'est dans le camp de Satory à Versailles que le 19e régiment du génie, basé à Besançon, a pris ses quartiers. Pour cette unité défilée pour le 14 juillet, c'est une première. Quand on voit la population autour de nous, on est quand même fiers de ce qu'on représente. On a quand même une émotion qui est assez forte. Ce régiment a été récompensé car ces hommes étaient en première ligne lors de l'ouragan Irma qui a dévasté l'île de Saint-Martin l'année dernière. Quand on arrive sur l'île, qu'on voit tout détruit, là, c'est vrai que ça prend au cœur. Après-demain, ce sont 4290 hommes et femmes qui défileront, plus de 200 véhicules et 250 chevaux pour une revue de détail de l'armée française. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La CENI se vante de pouvoir instaurer une totale transparence pour la prochaine élection. Une affirmation qu'elle a réitérée ce matin encore lors d'une rencontre avec des politiciens. Et hier, le conseil d'administration du FMI a achevé la 3e revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit en faveur de Madagascar, un achèvement qui a permis le décaissement immédiat de 44,25 millions de dollars. Et enfin, manifestation et opposition, Donald Trump arrive en terrain hostile au Royaume-Uni, visite à haut risque, la relation particulière anglo-saxonne est fragilisée. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée sur Cool TV.